ce que je vous propose, et j'espère que vous allez m'excuser, c'est de vous présenter un petit peu comment j'ai construit cette notion et où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec cette réflexion qui a commencé avec cet humanisme numérique. Alors dans ce cas-là, je vais parler en philologue et un petit peu en historien plutôt qu'en informaticien, alors que les choses techniques m'intéressent, et si ça vous intéresse effectivement, et je sais quand dans le public, dans la salle, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, on pourra y revenir. Il m'a semblé à l'époque où j'avais commencé à réfléchir sur la dimension culturelle du numérique, qu'on avait, je parle, ça fait une quinzaine d'années, presque maintenant un peu plus, on avait beaucoup insisté dans les études qui étaient consacrées à essayer d'identifier, de saisir les mutations qui ont été apportées et effectuées par le numérique dans nos sociétés occidentales. On avait beaucoup insisté sur la dimension temporelle, sur la modification de notre rapport avec le temps, l'accélération, la vitesse, l'immédiateté et tout ce qui touche un petit peu avec cette dimension-là, ce qui est tout à fait juste. Et à l'époque, il m'a semblé que la dimension spatiale a été un petit peu ignorée et oubliée. Et une des définitions de l'humanisme, et je vais revenir sur plusieurs déclinaisons de cette dimension de l'humanisme dans le contexte de l'informatique et du numérique, une des définitions de l'humain et de sa dimension humaniste, c'est qu'il est architecte par sa nature. Du fait de la présence de son corps, il modifie l'espace. Et c'est quelque chose qui est tout à fait déterminant et extrêmement puissant et qui nous accompagne. Il existe, et on va y revenir, des liens très très importants dans les mutations, les modifications du statut, du comportement du corps dans une civilisation, dans une société, qui est en rapport immédiat et direct à la fois avec la technique qui est produite et qui le rend possible, et en même temps avec ce qu'il produit à la fois comme culture et comme objet valorisé dans les sociétés. Et du coup, c'était un premier pas pour essayer de penser pourquoi on n'a pas beaucoup ou assez suffisamment réfléchi sur l'espace. Alors, pourquoi insister sur cette dimension spatiale? Je dirais pour deux raisons, pour aller vite, parce qu'on n'a pas tout le temps pour rentrer dans tous les détails. La première, c'est que il existe un lien entre l'histoire de l'informatique et ses évolutions et le statut de corps dans nos sociétés. Pour aller très vite, je vais dire que la société informatique, jusqu'à, on va dire, une dizaine d'années, a été une culture assise, une culture de la chaise. Ceux qui ont mon âge se rappellent très très bien, il y avait les gros écrans, il y avait les chaises, il y avait les ordinateurs qui étaient très très larges derrière, et on était obligé d'être assis. Et au fur et à mesure, avec la mobilité qui est arrivée, avec les smartphones aujourd'hui et tous les éléments, on a évolué vers une forme mobile et qui, à mon avis, modifie d'une façon assez importante, je dirais même radicale, notre rapport à la fois avec l'informatique et le numérique, et en même temps avec tout ce que le numérique nous permet de faire et parfois il nous impose. Et c'était une première réflexion. Pour essayer de lui donner un cadre, je vais raconter une histoire que j'évoque assez souvent parce que c'est une réflexion ethnologique et anthropologique pour moi qui m'a donné un petit peu le clé de cette première dimension de l'humanisme dans sa relation avec le numérique. C'est de revenir sur un texte très, très connu par les sociologues et les ethnologues, en tout cas en France. C'est un petit article d'une trentaine de pages publié par Marcel Mauss, le grand ethnologue. Il était à New York pour sa première visite, il tombe malade, il est dans l'hôpital et de son lit d'hôpital, il observe les infirmières américaines qui marchaient, qui traversaient les couloirs pour travailler. Il est frappé par le fait que leur manière de marcher lui est tellement familier. Sa première réaction, c'est de dire « elles marchent comme les Parisiennes ». Puis il dit « c'est pas possible, elles n'ont jamais été à Paris ». Après, il dit c'est peut-être les Parisiennes qui marchent comme les New-Yorkaises. Là, il a une première intuition d'une solution possible qui lui permet d'expliquer ce fait. Il dit c'est peut-être par le biais du cinéma américain qui est passé sur les écrans à Paris. Il y a eu d'une manière implicite et inconsciente une modification du comportement du corps. Et du coup, il fait un saut épistémologique qui pour moi est très très important. La technique peut modifier le statut, la position, le comportement du corps dans une société, dans une civilisation. Puis il dit, je vais aller un peu plus loin, je vais faire un exercice très très rapide, je vais comparer deux grandes sociétés, deux grandes civilisations, une avec la chaise, une sans la chaise. Alors pour lui c'est très facile, la Chine, c'est la civilisation de la chaise, l'Inde, c'est la civilisation sur la chaise. Et de là, il est très évident que les produits culturels, toute une série d'éléments tout à fait importants dans nos sociétés, des modèles et de modalités de valorisation sont en quelque sorte associés à ce statut du corps. Et moi, ce que je me suis dit, c'est effectivement, on avait commencé avec une culture qui était assise,
Et aujourd'hui, on est dans une culture ou bien hybride, mais en tout cas ambulante. Et dans cette mutation, il y a une transformation tout à fait importante, à la fois au niveau des usages, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va toucher à tous les aspects qui nous sont importants, que ce soit du côté économique, du côté social, du côté culturel, et aussi avec les usages et les pratiques qui sont associés. C'était un premier élément pour essayer de donner un cadre, si vous voulez, ethnologique et anthropologique à cet humanisme numérique. Le second, c'est que quand on regarde dans l'histoire des grandes figures, pour rester dans le cas français, des grands philosophes ou historiens qui ont réfléchi sur les liens et les rapports qui existent entre l'humain et la technique. Alors, on trouve une courbe tout à fait remarquable et qui observe au fur et à mesure, selon des degrés un peu différents, une observation qui a été reproduite dans le débat tout à fait passionnant sur le transhumanisme, c'est que l'humanité dans son histoire est indissociable de la technique. Elle est tout à fait... l'humain évolue dans ses rapports, dans la manière... il invente des techniques, il les utilise, puis après il les modifie par des sauts qualitatifs. Mais en même temps, il y avait une observation qui a commencé très très tôt au XXe siècle et aujourd'hui on la voit dans un degré tout à fait important, c'est qu'avec l'informatique industrialisée, il y avait quelque chose qui a changé d'une manière tout à fait radicale. Ce n'est plus une technique comme toutes les techniques et les technologies qu'on avait connues dans le passé, pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est un système qui est double, qui est un système d'écriture, système de normes, et en même temps qui peut faire monde parce qu'il modifie le milieu culturel d'une façon complètement inédite, et surtout, il a tendance à vouloir informatiser, aujourd'hui on va dire numériser, tout ce qui l'entoure, que ce soit l'humain, que ce soit notre histoire, notre patrimoine, les archives, tous les aspects que nous avons hérités et que nous produisons ont tendance à être intégrés dans cette dimension de l'informatique numérique. Mais au-delà de là, on s'y rend compte assez vite, c'est à cause de cette double nature de l'informatique, il y a quelque chose que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, même en regardant et en comparant avec les armes nucléaires, que c'est la première fois que peut-être l'humain qui était souverain vis-à-vis le statut de la technique, il était en train de perdre sa souveraineté. Il y avait une inversion des liens et des rapports qui existaient entre la technique et l'humanité en général. Et c'est l'informatique, et puis après dans son évolution qu'on pourra appeler le numérique, qui devient l'élément le plus dominant et qui commence à façonner l'humain d'une manière complètement inédite et qu'on n'avait pas connu dans notre histoire. Ce qui explique en partie un petit peu ce qu'on vient de voir avec les transhumanistes. Et dans cet aspect-là, il m'a semblé tout à fait intéressant pour essayer de polémiquer peut-être de manière implicite avec à la fois les discours cyberhumanistes, post-humanistes, transhumanistes, dans toutes leurs déclinaisons, c'est de revenir précisément sur quelque chose qui a pu paraître comme une contradiction, comme un oxymore entre l'humanisme et le numérique. Et au-delà de là, il y avait une autre raison qui, à mon sens, est également importante. Et là, je vais prendre deux exemples pour donner quelques illustrations concrètes de ce que je veux dire. C'est que, également, quand on regarde, que ce soit chez les philosophes, chez les historiens, ou parfois les anthropologues, les réflexions sur les moments importants dans l'évolution, dans les mutations des sociétés occidentales, curieusement, on va retrouver toujours ces moments de changement de paradigme, de déplacement assez important qui modifient à la fois la manière dont on fait société, ils sont le plus souvent, le plus fréquemment identifiés comme des humanismes. Alors, je vais prendre peut-être l'exemple philosophique, puisque mon ami et collègue Jean-Michel Benet ici, c'est une très grande conférence du philosophe allemand Husserl, prononcée à Vienne en 1935, dont la traduction française s'intitule « La crise de l'humanité européenne ». Et ce que le philosophe allemand va essayer de dire, c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il va essayer d'identifier trois moments déterminants. Le premier étant philosophe, il va nous dire le premier humanisme, il va l'identifier avec la naissance de la raison philosophique en Grèce ancienne, et c'est le premier geste philosophique qui va être le premier humanisme. Le second humanisme, qui pour lui il est extrêmement problématique, on va revenir sur ce moment, c'est celui qui est l'héritage du siècle des Lumières en France, en Écosse
et en Allemagne, pour des raisons sur lesquelles j'y vais retourner dans quelques instants. Et le troisième, il va dire, c'est celui du début du XXe siècle et qui fait crise et qui fait problème. Alors, quand on regarde la lecture et l'interprétation d'Husserl, elle est assez importante pour deux raisons, il me semble, parce qu'elle va directement à ce que le numérique et l'informatique font dans nos sociétés d'une façon inédite. Ce qu'il va identifier comme le moment tout à fait déterminant de cette crise de l'humanité européenne, c'est une certaine tendance à accepter, après une certaine forme de glorification d'une forme de rationalité qui est associée à la science de la fin du XVIIIe et surtout avec sa figure emblématique qui était celle de Newton et qui va se traduire par un désir de mathésis généralisé et qui, selon lui, au début du XXe siècle, va s'incarner dans une séparation, dans un divorce entre d'un côté les sciences pures et dures, les sciences de la précision et surtout les sciences de la mesure, et de l'autre côté, les sciences de l'esprit. Et selon lui, c'est là le fond de la crise des humanités européennes, c'est cette séparation entre les deux. Alors effectivement, il y a une certaine façon de dire qu'entre l'informatique et le numérique, on va peut-être pouvoir retrouver une façon de revenir à cet écart qui s'est introduit au fur et à mesure. Pour essayer de vous donner quelques éléments de ce potentiel, cette possibilité, il me semble qu'il est important aujourd'hui, vu les débats qui sont actuels avec nous, que ce soit avec le transhumanisme ou d'autres aspects, santé, travail, et ainsi de suite, c'est de revenir sur la première histoire de l'informatique. Et pour essayer de voir pourquoi et peut-être pour quelles raisons on est arrivé où est-ce qu'on est aujourd'hui, et surtout quelles étaient peut-être certaines des observations et des conclusions des pairs de l'informatique qui étaient beaucoup plus prudents, beaucoup plus vigilants, quant aux effets de ce qu'ils ont inventé. Je vais prendre deux figures. Le premier, c'est Alan Turing, qui est aujourd'hui très très célèbre. Il y a eu un film tout récemment, vous avez sans doute vu l'affiche, sinon pas le film, Le jeu de l'imitation, et qui est considéré un des grands-pères de l'informatique. Et ce que Turing va faire, et là on va retrouver une des sources, si j'ose dire, du transhumanisme, il va dire, je vais essayer de construire une machine non pas intelligente, mais pensante. Et je crois que c'est très très important. Il voulait construire une machine qui apprend et qui apprend à penser. Et pour essayer de le faire, il va construire ce jeu de l'imitation, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir, mais surtout il va utiliser deux comparaisons qui sont toujours avec nous et qui ont façonné l'évolution à la fois technique et culturelle, qu'elle soit du côté des transhumanistes ou bien du côté de l'informatique et des grandes sociétés numériques, et également ce qu'on est en train de débattre. Le premier modèle qu'il va utiliser, c'est celui du cerveau. On va essayer de construire et bâtir la machine informatique en la modélisant sur la façon dont le cerveau est construit et fonctionne, les neurones, et ainsi de suite. Et évidemment, il n'était pas le seul. L'autre grande figure, c'était John von Neumann, qui a fait la même comparaison. Le second modèle qu'il va utiliser, c'est l'enfant. Il va dire que la machine apprenante, elle doit être comparée à un enfant qui est introduit dans un milieu, il va apprendre, il va écouter, il va échanger, mais néanmoins, avec son évolution, pour arriver à un certain âge de maturité, il va avoir quelque chose de particulier qui va le définir en tant qu'entité autonome. Et cette autonomie n'est pas toujours prévisible. On ne sait pas comment, de quelle façon, cette identité très particulière, on va revenir à la notion juridique de la personne, hein, on est dans ces débats-là, et je crois là, on voit un petit peu le clivage qui est partagé aujourd'hui par la culture informatique et la culture numérique. D'un côté, il y a un fantasme de reproduire l'efficacité du cerveau humain, dans la manière il peut calculer, penser, réfléchir, et d'essayer de dire qu'on va pouvoir le reproduire avec des calculs extrêmement complexes, des algorithmes, avec les avancées en neurosciences et ailleurs. Et d'autre part, on a un autre modèle qui va dire ce qui va être important, ce n'est pas la reproduction de cet aspect de l'humain, mais plutôt la manière dont l'humain apprend. Et du coup, c'est une autre orientation. Et je crois que cet écart, on va le retrouver précisément dans les débats entre d'un côté les transhumanistes, de l'autre côté, moi, ce que j'appelle les humanistes numérique. Et dans ce cas-là, ce qui est important, effectivement, c'est de dire c'est à l'origine même de l'informatique qu'on a cette double tension qui ne cesse de travailler et de faire avancer en quelque sorte parfois le progrès scientifique. Une dernière remarque sur cet aspect pour passer à autre chose, c'est que John von Neumann, qui a fait un très grand livre
en même temps que Alan Turing en 1950, juste avant son décès, qui s'intitule en anglais « Le cerveau et l'ordinateur », quand même il a une conclusion assez importante. Il dit qu'il faut faire absolument attention qu'à un certain moment, il est fort probable qu'on va arriver à pouvoir construire des machines qui vont pouvoir faire des calculs extrêmement complexes et qui vont donner des résultats qui seront l'équivalent de ceux de la pensée humaine. Mais il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on a reproduit la pensée humaine. Les résultats sont valides, sont qualifiables, sont vérifiables, mais ils ne sont pas selon la même procédure. Il était extrêmement lucide sur une confusion qui aujourd'hui anime en quelque sorte le rêve transhumaniste. Alors c'est pour cette raison-là que j'ai essayé de formuler un petit peu cette notion d'humanisme en disant il n'y a aucune raison d'accepter que l'humanisme soit seulement une notion conservatrice, voire même réactionnaire, parce qu'elle avait été associée dans une certaine réception de cette idée avec cette dimension-là. Le troisième élément qui m'intéresse peut-être le plus aujourd'hui, et je vais essayer de l'exposer assez rapidement, c'est que, également en revenant sur la première histoire de l'informatique, il me semble qu'on a oublié quelque chose aujourd'hui, parce qu'on est tellement pris par les effets des usages et des pratiques, par les mutations et les modifications qui ne cessent d'être introduites au fur et à mesure, que quand même tout cela est possible à cause d'une découverte qui a été observée très très tôt par trois grandes figures. Claude Shannon, dont on célèbre cette année le centenaire, qui a fait le théorème, qui a démontré la manière dont on peut communiquer l'information, Norbert Wiener et d'autres avec eux. Mais ce qu'ils ont observé, c'est que l'information, c'est une nouvelle matière. Elle n'est pas quelque chose d'immatériel, c'est tout à fait le contraire. C'est une matière, et du coup, selon eux, et surtout selon Norbert Wiener, qui est le père de la cybernétique, à cause de cette nouvelle matière, qu'on va pouvoir communiquer, étudier et manipuler d'une façon extrêmement complexe, on sera obligé, et surtout vraiment obligé, à modifier énormément de choses qu'on a héritées dans notre histoire. La première chose qu'il a observée, c'est la manière dont on construit, d'un point de vue à la fois juridique et socio-économique, la propriété intellectuelle. Ce qu'on sait très bien, c'est le cas aujourd'hui. Une des premières choses que la théorie de l'information, avec son succès informatique et numérique, elle a fragilisé le modèle socio-économique et juridique du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, à cause pas seulement des usages, mais à cause de la nature même de l'information qui modifie les règles. Le second aspect, moi, qui me semble peut-être le plus puissant dans la longue durée, et c'est là où on va retrouver la pensée humaniste, c'est qu'il est peut-être possible, c'est une hypothèse que je vous propose et qu'on pourra discuter, de dire que depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à, on va dire, tout récemment, une vingtaine d'années, on avait vécu en Occident, que ce soit dans les modèles économiques ou politiques, dans un rapport avec le matérialisme historique. C'est-à-dire la pensée de Marx qui a façonné d'une façon positive, négative, péjorative, pour ou contre, avec toutes les modifications et les constructions socio-économiques, c'était en réaction avec quelque chose qui a essayé de décrire une certaine forme de matérialisme qui a la puissance de faire tourner l'histoire. Il me semble que peut-être aujourd'hui, on est confronté à un nouveau matérialisme qui peut jouer le même rôle qui a été joué par le matérialisme historique, mais qui a ses spécificités. Et c'est précisément ce matérialisme numérique. C'est le matérialisme de l'information et dans la façon dont il est en train de modifier à la fois les éléments qui font le lien social dans toutes ces déclinaisons qu'il faut aller. Et quant à moi, c'est précisément le projet, ce qu'on peut dire, d'une certaine forme d'humanisme numérique. Je vais prendre quelques exemples qui sont peut-être un peu plus proches de ce qui est santé et tous ces éléments-là. La première chose qui me semble importante, et ça on va retrouver par un biais indirect des rapports avec certaines des pensées transhumanistes, c'est qu'on dira assez vite qu'il y a un lien qui a été étudié très très tôt par les informaticiens également, mais qui aujourd'hui revient, entre à la fois les effets de l'automatisation et les formes d'autonomie associées avec l'humain dans son être social. C'est-à-dire, de plus qu'on a d'automatisation, la notion d'autonomie de l'humain est modifiée. Alors effectivement, on peut la penser au début avec une réflexion sur la révolution industrielle,
Après, on peut aujourd'hui l'apprendre pour la considérer, par exemple, avec les robots. Est-ce qu'ils doivent avoir une vraie autonomie? Est-ce qu'il doit avoir une forme d'autonomie qui peut être proche de celle qu'on peut associer, identifier avec une humain? On voit déjà avec les voitures autonomes toutes les questions qui vont se poser. Et c'est précisément par ce passage vers les notions d'autonomie que je crois qu'il y a un enjeu tout à fait important. Alors effectivement, en tant que philologue, on est tout de suite tenté d'aller chercher l'étymologie du mot autonomie, autonomos. On connaît très bien le grec qui nous dit celui qui a ou qui se donne ses propres lois. Mais je crois que c'est un leurre. Parce qu'il ne faut pas du tout confondre l'autonomie avec l'autochtonie. Par contre, quand on regarde les grands dictionnaires, bon, j'ai consulté pas mal, mais je vais retenir l'exemple de la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il y a un article sur l'autonomie qui est assez remarquable, qui définit l'autonomie dans son étymologie, et puis après qui veut dire qu'il faut faire vraiment attention dans des moments de crise. On est parfois obligé de transférer l'autonomie du peuple souverain ou bien vers les militaires pour se protéger contre un danger, ou bien vers les juges. Mais il faut absolument s'assurer qu'on a un moyen de recours pour leur retirer ce transfert de l'autonomie. Et pour illustrer, et c'est là où je crois c'est un texte assez remarquable, cette modalité de traiter de l'autonomie, il cite toujours presque la même phrase. Rome, en tant qu'empire souverain, avait parfois fait le choix de laisser certaines anciennes cités grecques vivre selon leurs anciennes constitutions. Et là, on comprend tout de suite qu'un des gestes les plus importants d'affirmer son autonomie, c'est la manière dont on choisit de la déléguer. Et je crois un des rapports aujourd'hui qui invite à la réflexion avec le numérique, c'est quelle modalité de délégation on veut avoir, que ce soit dans le milieu de la santé, que ce soit dans le milieu de l'éducation, et on peut décliner dans tous les aspects et les secteurs qui nous intéressent. Et là, je crois, on retrouve à la fois la dimension éthique et politique, parce que c'est en priorité une question extrêmement et éminemment éthique, et je vais y revenir à la fin de ma présentation. Alors du coup, c'est un aspect qu'on peut étudier et qui peut toucher effectivement à tous ces êtres culturels qui sont en train de naître, les robots, les avatars, les bots, les algorithmes qui peuvent en partie s'autogénérer, et ainsi de suite. Alors effectivement, quand je dis ça, c'est pas juste une fantaisie de philologue et d'historien. Il suffit de regarder, ça a été évoqué, là peut-être j'ai une lecture un peu différente du contraste qui existe ou de l'écart qui sépare les traditions juridiques qui s'inspirent de la tradition romaine et de celle de l'autre côté de l'Atlantique, avec l'exception anglaise comme d'habitude, qui sont celles de common law. Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue, parce que quand on regarde du côté du common law, tout être, ça peut être l'animal, le végétal, peut accéder à un degré d'autonomie du point de vue juridique. Et un des aspects qui est peut-être intéressant et qui invite à un vrai débat, mais avec quelques-uns des plus éclairés des transhumanistes, c'est précisément sur le statut d'autonomie qu'ils veulent conférer à certains êtres, que ça soit une nouvelle espèce, comme Jean-Michel l'a dit, ou bien à des robots, à des avatars, et ainsi de suite. Je vous donne un seul exemple. Aux États-Unis, on a eu un cas célèbre il y a quelques années sur Second Life, un monde virtuel qui était très célèbre, qui est aujourd'hui en décadence, où il y a eu un avatar qui a violé un autre avatar. Et lors de ce viol, les créateurs des avatars n'étaient pas présents. Les avatars avaient quelques consignes de comportement, mais il y a eu une certaine endurance. Le juge a décidé qu'il y avait viol. Que ce n'était pas juste un acte dans un monde virtuel. Du coup, ça donnait un premier degré de statut juridique à ces êtres culturels qu'on considérait comme complémentaires. Il y a toute une série de décisions de ce genre-là qui se mettent en place et qui sont assez intéressantes. Puisque je viens de citer le common law, je me rappelle, il existe un très beau passage qui n'a jamais été commenté à ma connaissance dans le texte de Alan Turing sur l'apprentissage de la machine et de l'enfant, où il donne pour la première fois sa définition de ce que c'est qu'un algorithme, comme c'est assez intéressant, et il nous dit que l'algorithme, il est puissant parce qu'il n'est pas exclusivement des instructions de calcul qui sont opérées, mais plutôt ce sont des instructions de calcul qui procèdent par validation éphémère et provisoire. Et du coup, le côté récursif de l'algorithme qui va valider certaines choses et revenir avec davantage de complexité, c'est ça ce qui fait l'apprentissage. Et
il dit à la fin, si vous voulez une preuve, et c'est une phrase absolument étonnante, il dit, regardez la Constitution des États-Unis. Et personne n'a pas toujours saisi pourquoi elle dit ça. À mon avis, c'est précisément parce que il y a dans cette Constitution le modèle de common law qui décide sur des cas particuliers, qui va étendre l'interprétation pour produire un autre modèle juridique. Il n'y a pas de principe juridique comme dans le code civil ou le code criminel ou le code dans le sens des traditions romaines, c'est plutôt par les pratiques et par des délibérations interprétatives. Je crois que c'est un écart assez important qui va revenir sans cesse. Mais je ferme cette parenthèse. Alors, il y a cette question de l'autonomie. L'autre question, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est comment le numérique, aujourd'hui, modifie la construction sociale de la confiance. Parce qu'il me semble que c'est un enjeu énorme, que ce soit du côté économique, que ce soit du côté même social dans la relation. Et à mon avis, on peut observer une transformation, une mutation depuis quelques années qui est en grande partie associée à la croissance aujourd'hui de ce qu'on appelle assez rapidement la sociabilité numérique. Je vais illustrer assez vite ce que je veux dire par là. Pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant une quinzaine d'années, on avait vécu dans un mode, dans le monde numérique, qui selon moi, on peut le caractériser comme un paradigme de l'index. Il y avait le moteur de recherche, qui est toujours Google, qui domine depuis presque le début, depuis son arrivée, en tout cas dans le paysage numérique. Et le modèle de l'index, c'est le modèle de requête et d'adéquation. Vous avez une demande, vous allez la formuler, l'algorithme va vous retourner des données, des réponses qui sont plus ou moins calculés, mais qui répondent en quelque sorte à ce que vous cherchez. Aujourd'hui, on est en train de passer vers un autre modèle, qui est celui de la recommandation. Et la recommandation, ce n'est pas du tout de la recherche. Alors pourquoi c'est important? Parce que comment construit-on la recommandation? On va la construire avec le calcul des données qui sont associées à la fois avec votre historique sur le réseau et surtout avec l'historique et les choix qui ont été faits par votre réseau social. Et on voit tout de suite qu'il y a un premier déplacement du contexte de pertinence qui est fabriqué par la puissance de calcul de la machine et surtout par la disponibilité des données qui n'étaient pas disponibles dans le passé. C'est ce qu'on appelle toutes les traces, toutes les données qui sont collectionnées. Et dans ce déplacement, il y a énormément de choses qui arrivent. Et je crois là, on voit déjà un déplacement. Et du coup, avec la pertinence, on peut, pour être prudent dans la formulation, dire au lieu d'être une aide à la décision ou de la suggestion, ça peut devenir dans certains cas une forme implicite de la prescription. Et je crois que c'est ça ce qui est problématique dans cette dimension-là. En insistant sur les données sociales comme le critère premier et déterminant de la pertinence, on modifie les règles du jeu et en même temps la confiance dans l'hôtel où vous allez passer la nuit, dans quelle compagnie vous allez acheter votre billet, même dans quel restaurant. On voit tout de suite que ces données ont des effets immédiats, mais ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ce cas-là. Il y a un autre élément qui entre dans cet aspect, c'est là où on va retrouver la mobilité avec laquelle j'avais commencé, c'est qu'une grande partie, un grand aspect de ce passage vers la recommandation, il nous a modifié notre rapport avec la première phase, la première ère presque utopique de l'informatique et du numérique. On a vécu, certains d'entre nous, en tout cas qui sont un peu âgés, avec la première époque de la libre circulation des données et de l'information, avec le village global, avec la disparition des frontières. Aujourd'hui, à cause d'une certaine convergence entre le modèle de la recommandation et les données de géolocalisation, les frontières se sont réintroduites, non pas par les États, non pas par les autorités publiques au début, mais par les grandes plateformes. Pourquoi? Parce que ça leur était extrêmement utile. Et du coup, ça peut être extrêmement négatif et extrêmement positif. Dans certains cas, ça a permis le retour de certaines langues qui étaient extrêmement menacées et pour le commerce, par exemple, dans un voisinage, c'est extrêmement important. On vous conseille quelque chose qui est dans la proximité où vous êtes localisé. Mais en même temps, ça suscite énormément d'autres difficultés quand on prend un regard un peu loin pour essayer de réfléchir à cet enjeu. Et du coup, on va se retrouver dans les effets de la mobilité qui, pour moi, sont associés à une forme de l'humanisme dans la dimension architecturale. Pourquoi? Pour deux raisons. La première est peut-être un peu abstraite, mais moi, elle m'a beaucoup intéressé. C'est si on regarde, par exemple, les grands anthropologues et ethnologues du XXe siècle, à la fin du XXe, mais surtout du XXe, ce qui les intéressait, ce qu'ils appelaient, c'est la terre habitée.
Et du coup, on pouvait aller passer 2 ans en Polynésie, s'intégrer dans une tribu, comprendre la langue, déchiffrer leur mythologie, puis après revenir et essayer d'analyser leurs liens de parenté, et ainsi de suite. Et ce que je vois en tout cas, et c'est là on va revenir peut-être vers un petit peu pour commencer que je conclue, c'est que ce qu'on voit, il y a une transformation de cette terre habitée vers la terre habitable. Et la terre habitable, elle est dessinée et cartographiée, non pas par l'espace géographique concret, mais par la cartographie numérique et informatique. Je crois que c'est extrêmement puissant, parce qu'on voit très bien que cette cartographie redéfinit l'espace, crée des formes de voisinage et de proximité, et en même temps permet des formes de déplacement qui n'étaient pas possibles avant. Mais même au-delà de là, il y a un autre aspect, et ça, on va retrouver une dimension juridique qui fait toujours problème. On peut dire que dans la première époque de la culture, on va dire web, internet et ainsi de suite, on était dans une période associée à des formes de découverte. Et il suffit de regarder, par exemple, les noms qu'on avait donnés à tous les navigateurs. C'était tout d'abord des navigateurs, Explorer, Safari. On était vraiment dans le voyage, l'exploration et la découverte. Je dirais qu'on est aujourd'hui en train de changer de paradigme. Ou bien on va aller vers un modèle qui est celui de la conquête, pour des raisons économiques et financières, ou bien on change littéralement de régime et on passe vers quelque chose qui, pour moi, m'interroge et pas de réponse. Si vous regardez, par exemple, tous les noms des navigateurs aujourd'hui, on est presque en train d'oublier l'exploration. On a d'un côté le métal avec Chrome, c'est assez dur. Là, on va retrouver nos amis de Google. Curieusement, on peut trouver le monde animal modifié avec Firefox et le libre. Mais ce qui m'interpelle et m'interroge le plus, ce sont les nouveaux navigateurs qui sont en train d'arriver et qui sont tous dans un registre qui était complètement éliminé dans ce monde, c'est l'écoute. Vous avez Opera et Vivaldi. Et je crois que dans ce changement de registre, il y a une modification assez intéressante dans notre imaginaire et rapport avec cet espace entre le virtuel et le concret, tel qu'il se dessine au fur et à mesure. Et alors, effectivement, là, il y a énormément de choses à dire. Je veux juste donner un exemple très, très rapide. Il y a une étude très célèbre qui a essayé de montrer que l'émergence du droit international en Occident et surtout en Europe est associée à l'introduction de frontières dans l'espace maritime qui n'admettait pas de frontières. Parce que c'est la terre qui admet les frontières. Mais on a introduit au fur et à mesure toute une série de conflits entre l'Espagne, l'Angleterre, la France, le Portugal et ainsi de suite, des frontières dans l'espace maritime pour gérer juridiquement les conflits. Je crois qu'on est dans quelque chose de semblable qui s'est mis en place dans cet espace de la terre habitable, de la terre habitée numériquement. Pourquoi c'est important? Parce que qui va décider de ces frontières? Aujourd'hui, ce sont les plateformes qui décident et non pas les États, non pas les autorités souveraines. Et c'est un vrai enjeu à la fois politique, économique. Vous le voyez en France, les serveurs sont hébergés aux États-Unis, vos données obéissent à la loi américaine, pas du tout à la loi française, à cause de la localisation. Mais en même temps, tout se passe du côté français ou européen. C'est quelque chose qui revient, je crois, il y a quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec les frontières maritimes qui est en train de se produire aujourd'hui pour négocier une forme de droit international, pour essayer de gérer, non pas pour gouverner l'Internet, mais plutôt gérer la circulation des données et la protection de ces données personnelles, individuelles, selon des règles différentes. Je crois qu'il me reste très très peu de temps, je vais essayer de conclure très très vite, c'était une longue journée pour vous. Puisque j'avais évité cette dimension de la terre et la mer pour essayer de conclure, un des aspects, moi, qui m'a beaucoup poussé à penser et travailler sur cette question de l'humanisme numérique, c'était aussi d'essayer, parce qu'on l'a vu même dans la table ronde, comment essayer d'introduire l'éthique dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans le monde du numérique. Et la première question que je me suis posée, est-ce que nos modèles d'éthique sont suffisants pour répondre à ce que le numérique fait à notre monde? Moi, je n'en suis pas sûr, je ne suis pas convaincu pour deux raisons. Parce qu'on a toujours tendance, et là, je crois, c'est quelque chose à débattre, hein, c'est mon hypothèse, on a toujours tendance à penser l'informatique comme outil et le numérique comme technique, comme les techniques qu'on avait connues dans le passé. Alors, quant à moi, ce n'est pas du tout le cas. On n'a même pas de mots
qui correspond et qui peut nous permettre de saisir ce que à la fois l'informatique et le numérique sont en train de faire. Et du coup, on est peut-être invité à imaginer autrement un rapport, une manière éthique pour l'introduire dans ces domaines, parce que ça va toucher à tout, à l'humain, au monde naturel, à l'écosystème, à tous les aspects. Et là, je vais juste, pour conclure, reprendre quelque chose d'extrêmement classique, en tout cas pour les gens en sciences humaines et sociales. C'est une grande conférence du grand sociologue Max Weber à la fin de sa carrière universitaire. Et la tradition allemande disait qu'on invitait le grand professeur juste avant sa retraite de donner une dernière grande leçon. Il a fait une remarquable leçon qu'il a intitulée « Les deux morales ou les deux éthiques ». Et selon lui, il a essayé de comparer d'un côté la morale de l'homme politique et de l'autre du savant et du chercheur. Une certaine éthique qui est celle de la conviction, l'autre qui est celle de la persuasion. Et ce modèle qui a été critiqué, qui a été retravaillé, ainsi de suite, quand même, trace des voies assez intéressantes, à la fois de qui va décider, au nom de quelle forme de représentativité et selon quelle modalité, et d'autre côté, une certaine forme de recherche de la liberté, sans les contraintes qui sont celles des négociations et des libérations sociales. Et on a souvent négocié entre des modèles qui variaient d'un côté vers l'autre avec des déclinaisons différentes. La question qui se pose avec le numérique et avec l'informatique, à cause de leur nature extrêmement particulière, à la fois technique et en même temps extrêmement sociale, à la fois, surtout depuis quelques années, leur convergence avec les sciences du vivant, avec toute une série d'aspects, leur dimension extrêmement industrielle, la manière dont ils ont modifié l'espace du travail, notre rapport avec le monde professionnel comme le monde privé. Comment doit-on imaginer quelque chose de l'ordre de l'éthique qui peut, d'une façon efficace, s'introduire dans ce domaine-là? Je crois que c'est une question ouverte quant à moi, et elle est peut-être la question par excellence pour quelque chose qui serait de l'ordre d'un humanisme numérique. Et je vous remercie.